en arrière des leaders, comme on parlait plus tôt, on est tous des humains. Puis, tu sais, peu importe ton rôle dans une entreprise, peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta communauté, tout le monde vit ses choses. Tout le monde a son bagage, puis c'est pas marqué dans notre front. Puis je pense que juste le titre, ça a créé une émotion en dedans de moi parce que c'est ça que moi, j'essaie d'être un meilleur humain à tous les jours pour qu'on vive dans un meilleur monde. Et puis, tu sais, c'est ça que j'enseigne à mes enfants. Puis les gens qui m'entourent aussi, ils ont cette philosophie-là. Donc, on essaie d'embaucher des gens qui ont cette philosophie-là. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour moi, ça veut dire, on a parlé de l'apprentissage, on a parlé de la santé, puis ça veut dire aussi de redonner. Chez SPI, je pense que c'est quelque chose... Il y a plein de choses qu'on n'est pas arrivé puis qu'il faut améliorer, puis je pourrais vous en parler pendant des jours. Puis si vous parliez aux gens aussi, dans notre centre de distribution, puis partout sur l'étage, ils vous diraient il y a telle affaire à améliorer. Mais je crois qu'on est quand même bon à redonner. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, en fait, c'est nous qui sommes invités chez toi. On est dans vos bureaux SPI Santé Sécurité avec Kim Lévesque. Merci de nous recevoir dans tes lieux. Merci de venir nous visiter. C'est vraiment magnifique, un bel endroit, on est bien installé. On a déménagé notre studio chez vous, on a déplacé tout le monde. C'est parfait pour ça. C'est vraiment gentil. Merci. À mes côtés, mon associé et co-animateur, Julien Gauthier. Bonjour, merci. Sur le plateau. Et mon nom est Tristan Laliberté. Julien et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico, Finances humaines, et on donne des conseils financiers aux gens d'affaires. Alors, Kim, on va commencer par positionner un peu l'entreprise et qui tu es. Donc, je vais me permettre de lire quelques passages qu'on a trouvés là, sur les différentes plateformes. Alors, SPI, c'est une entreprise familiale à prime abord fondée par Paul-Émile Tremblay en 1972, qui a été reprise éventuellement par Martin Tremblay et dans laquelle, toi, tu es atterri en 2004. D'ailleurs, on va vouloir parler de ça. Je t'ai entendu en entrevue parler de ton entrevue d'embauche, finalement, avec le Martin en question. SPI Santé Sécurité, vous êtes un chef de file canadien en matière de produits et services liés à la santé et à la sécurité au travail. Donc, quand on rentre ici, on tombe directement un peu dans une boutique là, avec, on peut penser les bottes de protection, les gants de protection, lunettes de protection, les soutes orange fluo, les différents trucs comme ça. Donc, pour positionner un peu là, ceux qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée de quoi SPI, dans quel marché vous baignez. Donc, l'entreprise propose des solutions complètes et spécialisées, incluant des équipements techniques, des services conseils, des formations et des services de protection d'incendie. Vous êtes reconnu pour une culture d'entreprise très axée sur l'humain. Vous êtes installé ici, les sièges sociaux sont à Blainville, mais vous avez également des localisations en Colombie-Britannique, en Alberta. Au total, on parlait tantôt de 14 centres de services et 2 centres de distribution à travers le pays. En effet. Alors ça, c'est pour positionner un peu l'entreprise. On en parlera plus longuement. Et puis toi, Kim, tu nous raconteras un peu ta vie, mais essentiellement, tu as atterri ici en 2004. Oui. Tu as eu une entrevue où est-ce que vraiment, le peu que je connais de Martin à travers ce que j'ai entendu, que tu nous as dit, que j'ai entendu aussi d'un autre podcast auquel tu as participé, ça a l'air d'être quelqu'un de hautement contagieux et inspirant. En effet. Alors, en effet. Mais dans ton parcours, tu arrives des ressources humaines, en fait. C'est là-dedans que tu as étudié. Oui. Puis au départ, c'est un peu sous ce chapeau-là que tu es arrivé ici dans une entreprise où Martin, justement, avait vraiment déjà une vision très puissante que ça va passer par l'être humain. Il y avait 80 êtres humains à l'époque. Oui. Vous en avez tout près de 400 aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle de la croissance. Alors, Kim, parle-nous un peu de ton parcours avant 2004 pour commencer. OK. Un peu d'où tu viens, puis où est-ce que tu allais, puis OK. les gros morceaux là, qui convergent tranquillement vers ta carrière ici.
Bien, comme tu mentionnais, je suis issue des ressources humaines. Puis, je pense que je l'ai partagé avec certains de mes collègues. Moi, au départ, je n'étais pas certaine que j'étais pour faire des ressources humaines. Tu sais, tu me demandes. Puis, en entrevue, souvent, aux gens, je demande toujours, à 15-16 ans, qu'est-ce que tu pensais faire de ta carrière? Mais moi, j'aurais pas dit des ressources humaines à bord. Tu sais, j'ai eu le trip quand j'étais jeune, ben le trip de dire, ben je veux être professeur. Après ça, c'était, non, je veux être architecte parce que je veux créer. Tu sais, le côté professeur, c'était de redonner aux gens, encore là, de faire apprendre, tu sais. Puis une de mes passions, moi, c'est l'apprentissage, de tout le temps me développer. Puis après ça, ben j'ai vu que c'était peut-être pas pour moi l'architecture parce qu'il y a une partie de créativité, mais j'ai vu qu'il y avait une plus grosse partie qui n'était pas nécessairement le côté créatif. Puis là, je disais, je vais aller en droit, tu sais, je vais défendre les gens, puis OK, c'est bon. Puis finalement, pour plein de raisons, c'est pas ça qui s'est dessiné. Mais j'ai quand même un souvenir dans ma tête, à 12 ans, d'être dans une voiture avec mes parents, mes 2 frères, puis je sais pas, puis je sais où je suis dans la voiture, puis je dis non, moi, quand je vais être plus vieille, je vais gérer une entreprise, je vais être une femme d'affaires, et puis c'est mon conjoint qui restera à la maison. C'est pas ça qui est arrivé, mais j'ai quand même ce souvenir-là d'avoir dit ça. Et puis, finalement, on m'a parlé des ressources humaines, relations industrielles, puis c'est là-dedans que j'ai fait mon bac. Et puis, après ça, ben, j'ai dit, j'aimerais peut-être ça faire un MBA. Puis, la raison d'aller chercher mon MBA ou ma maîtrise, c'était de revenir peut-être en fin de carrière vers l'éducation. OK. De redonner. De dire, ben, peut-être à 60, 60 quelques années, ben, j'irai faire, être professeur au cégep ou chargé de cours, puis partager mes expériences. Puis moi, quand j'ai fait mon MBA, qu'est-ce qui m'a le plus stimulée, c'était d'avoir des professeurs qui avaient été dans le milieu des affaires, qui étaient les chargés de cours, qui n'avaient pas juste une expérience théorique, mais qui avaient du vécu. Puis d'apprendre d'eux autres. Tu sais, moi, dans la vie, je me dis tout le temps, si je peux éviter de frapper un mur à travers les expériences des autres, bien pourquoi pas? Alors, c'est un peu mon parcours scolaire. Puis après ça, bien, j'ai commencé en ressources humaines, en recrutement, dans des grandes organisations. Puis après ça, pour me rendre manager des ressources humaines, encore dans des grandes organisations. Et puis, un moment donné, tu apprends à te connaître. Tu sais, quand tu fais différentes expériences, tu vois, c'est le fun, la grande organisation, puis tu sais, ça flash, puis c'est comme, wow, tu sais, tu as beaucoup de ressources, mais ton impact est en fonction de si c'est 10 000 employés, bien, tu es 1 sur 10 000. Donc, et puis, je voulais avoir un impact un peu plus grand, puis je voulais être proche du centre des décisions. Et puis, c'est là qu'en 2004, je venais d'avoir un jeune bébé. En 2003, il y avait le côté voyagement. Mon ancien employeur était à Montréal. Puis, un headhunter m'a contacté, puis m'a parlé d'SPI. Puis, sur le coup, SPI, comme tantôt dans l'introduction que tu faisais, Tristan, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas ça parce qu'on est du B2B, on n'est pas du B2C. Puis, là, c'est là que j'ai, tu sais, comme, santé, sécurité. La santé, moi, c'est une autre de mes valeurs très importantes. Fait, j'étais comme, ben c'est intéressant. Puis c'est là, après ça, que je suis venue rencontrer Martin Tremblay, qui, c'était dans un bureau à Laval, un petit bureau, parce que le centre névralgique de SPI était encore au Saguenay. C'est une entreprise du Saguenay qui est partie il y a plus de 50 ans. Donc, tu sais, c'est pas en rentrant dans le bureau, je dis, tu sais, wow, c'est quand je suis rentrée dans le bureau de Martin et que j'ai eu la discussion, j'ai dit, wow. C'était quoi ce wow-là? C'est ça, tu en as parlé un peu en entrevue avec Cléo Maheu à Hypercroissance. Oui. Mais raconte-nous ce moment-là là, où tu rencontres Martin, puis il t'a comme vraiment allumé dans une discussion de feuilles mobiles. Oui, là, oui. Sur, voici le plan de match, puis... Oui, bien, c'est...
si vous étiez à le rencontrer, c'est quelqu'un de très humble, mais aussi, tout de suite, on y fait confiance. Il y a quelque chose... souvent, c'est les extravertis qui se font remarquer, puis que les gens sont attirés, mais on oublie les gens qui sont plus introvertis, puis comment ils peuvent venir aussi, qui ont un charisme, il y a quelque chose qui se dégageait de lui, puis de qu'est-ce qu'il me disait. Puis, j'avais déjà été dans le passé dans des entrevues où on me disait, puis je rencontrais des chefs d'entreprise, là, puis quand même des bonnes grosseurs d'entreprise qui me disaient « Ouais, là, il faudrait que j'aie quelqu'un en ressources humaines. J'ai 800 employés. Puis là, je pense que je suis rendue là, mais tu sais, moi, les ressources humaines, je ne crois pas tant que ça à ça. » C'est un mal nécessaire. Mais on me dit que j'ai pas le choix, là. Tu sais, c'est un peu du pelletage de nuages, mais je vais m'embaucher quelqu'un, là. Quand tu y crois pas, ça commence mal. C'est ça, tu sais. Fait que là, tu sors de la rencontre, puis tu dis, ouais, je pense pas que c'est là que je vais aller travailler. Ouais. Et c'était le contraire avec Martin. Martin, c'était les gens. Puis, tu sais, quasiment, moi, j'y suis pour rien. C'est toutes les gens qui font la différence. Puis ça m'a... Tu sais, en tant que personne en ressources humaines, tu peux pas demander mieux, là. Tu peux pas, t'es comme... Wow! Enfin, quelqu'un qui a compris. Ben c'est ça, tu sais, que, tu sais... Puis moi, c'est comme je me disais tout le temps, ben tu sais, pay it forward, tu sais, si t'aimes ta job, t'aimes tes employés, t'aimes qu'est-ce que tu fais, puis si tu fais ressentir l'amour, ben eux autres, ils peuvent pas, après ça, pas donner d'amour à leurs collègues puis à leurs clients. Puis, tu sais, c'était vraiment comme ça dans ma tête. Puis c'était exactement comme ça qu'il mettait sur table, puis sur la feuille mobile. Puis il disait, ben là, tu sais, on est juste 20 millions, mais, tu sais, puis 80 employés, mais, tu sais, moi, ma vision, c'est qu'on va être partout au Canada. Parce que quand j'ai commencé, c'était 75-80 employés, 9 succursales seulement au Québec. On va être partout au Canada, puis là, on va grandir par acquisition, puis voici, puis on va pas juste vendre des équipements de santé et sécurité, on va vendre une solution, puis... Donc là, j'étais comme, wow, tu sais, c'était qu'est-ce que j'avais le goût d'entendre. Puis c'est comme ça que je me suis joint à SPI. Et puis que j'ai commencé comme directeur des ressources humaines chez SPI. Puis lui, il s'était fait conseiller. Puis je pense que vous l'avez peut-être entendu. Il s'était fait conseiller. Ben non, mais une conseillère, c'est correct. Puis aujourd'hui, ben il me dit, hey, je suis contente d'être allée pour un directeur, tu sais, avec maintenant... de voir qu'est-ce qu'on a fait puis qu'est-ce que ça a donné. Donc. Fait que de 2004 à... en fait, là, si je suis bien ton parcours, 2019, tu deviens CEO, 2020, présidente. Oui. Puis l'entreprise, entre-temps, elle a triplé, quadruplé. Vous avez grandi organiquement, mais par acquisition aussi. Ouais. Ça a été quoi, mettons, les gros moments dans ta carrière là-dedans? Ou les moments où l'entreprise... a dû appeler à un leadership plus grand de ta part? Je dirais, tu sais, au départ, il n'y avait jamais eu personne en ressources humaines. Fait que le début, ça a été un challenge parce que c'était de tout mettre en place. Mais, tu sais, le côté créatif, je parlais que je voulais être architecte, tu sais, je voulais bâtir. Mm-hmm. Ça, je l'ai retrouvé là-dedans. Fait que ça, c'était un bon challenge parce que il y avait des gens qui, à l'intérieur de l'entreprise, c'est quoi que ça fait des ressources humaines? Ah, là, tu vas tout aller dire au boss. Tu sais, comme, non, c'est pas ça. Fait que de gagner la crédibilité des gens, puis de mettre en place, tu sais, la structure qui supporte notre raison d'être ou notre mission, ça a été un bon défi. Puis, après ça, le deuxième défi est venu en 2011 quand on a acheté Superior Safety qui nous faisait sortir du Canada. Puis ça, c'est un peu des fois... mais tant mieux qu'on le sait pas. Tu sais, c'est comme quand t'as pas d'enfant, puis tu dis, tu sais, ça va bien aller, je vais en avoir 5, 6, tu sais, jusqu'à temps que t'en aies un. Ouais. En plus, mon chum va s'occuper de ça. Oui, moi, j'ai rien à faire, tu sais. Écoute, ça va être super. Fait que... Puis là, on décide d'acheter à l'extérieur du Canada. Puis dans ce temps-là, on achetait 13 succursales. Quand même. Dans 3 provinces. Et fait que là, les provinces qu'on connaît pas, un marché qu'on
connaît sur papier, tu sais, pas... Tu veux dire en dehors du Québec? Oui, en dehors Et non du pas en Québec. dehors du Canada. Non, c'est ça. En dehors du Québec, à la grandeur du pays. Puis, tu sais, nous autres, on s'est dit, ben oui, regarde, hey, c'est une belle opportunité. Et puis, tu sais, nous autres, on a grandi beaucoup par acquisition. On a une moyenne d'une par année, à peu près. Fait que des fois, on en fait 2 une année, puis l'autre année, on n'en fait pas, mais c'est à peu près 1 par année. Et puis, chaque acquisition est complètement différente. Puis, on avait fait avant le 2011, là, plusieurs. Mais là, c'était une grosse, puis c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ça faisait 5 ans. Souvent, quand on sème des graines, ça prend des années avant qu'un deal se close. Pas qu'on travaille pendant 5 ans dessus. Là. C'est juste, on entretient une relation, tu penseras à moi, tu sais, si jamais tu veux vendre. Donc là, on s'est dit, hey, on y va. Mais ça a été tout un challenge parce que, premièrement, ben, tu sais, il y a les lois qui sont différentes, il y a tout au niveau des ressources humaines, mais après ça, il y a le côté de la culture qui est différente. Après ça, il y a le côté, toutes les taxations, finances. Puis là, on n'avait pas de traducteur à l'interne, il n'y avait pas de ChatGPT, Copilot qui facilitait notre vie. Puis on avait tous des documents en français. Fait que, tu sais, on a mangé un peu une grosse bouchée. À ce moment-là, quand on l'a acheté, c'était quand même une business de 30 de qu'est-ce qu'on était. Tu sais, c'était pas plus gros que nous autres, mais c'était quand même assez gros. Puis ça a été un défi de voir à retenir les gens parce que la compagnie qu'on a achetée, c'était vraiment un one-man show. C'était vraiment le propriétaire, puis lui prenait sa retraite. Donc, tout le monde se rattachait à lui. Puis, donc, ça a été un défi. Puis juste de se faire, tu sais, de donner des cours de formation à l'interne à nos gens pour qu'ils échangent avec ces gens-là parce que nous autres, on vient du Saguenay. Donc, beaucoup de gens qui ne parlaient pas anglais. On n'avait pas de documents en anglais. Fait que, il y a eu beaucoup de... Tu sais, on a roulé pendant 1 an, là, vraiment. Tout le monde a travaillé très, très fort pour faire en sorte que ce soit un succès. Puis que... Mais visiblement, ça a été un succès, Oui. un très beau succès parce que vous en faites encore des acquisitions année après année. Oui. Mais selon toi, c'est quoi qui a fait en sorte que ces acquisitions-là puissent devenir des succès année après année? Qu'est-ce que vous faites de plus ou de différent des autres? Bien, je pense qu'on a développé une recette. C'est ça. Puis, tu sais, on a eu des échecs, là. Tu sais, mais une chose qu'on a appris, puis que je partage avec mon équipe, parce que des fois, tu sais, j'ai quelques nouvelles personnes dans l'équipe de direction, c'est de ne pas tomber en amour. Tu sais, avec... Tu sais, là, ça brouille les cartes, tu sais. Puis, dans le passé, c'est arrivé que pour pas tomber nécessairement en amour avec la personne qui vend, mais dire... Ah, wow, tu sais, j'ai toujours voulu être dans cette région-là. Ouais. Puis là, c'est l'opportunité de tomber en amour avec différents critères qui... C'est de garder quand même son composure ou son sang-froid. Parce qu'il y en a eu quelques-unes, tant mieux qui étaient petites, mais où, tu sais, finalement, on s'est dit, ben c'était pas la même culture. Fait que, à travers les années, on a développé une recette, puis la recette commence à l'avant. Avant d'approcher des entreprises, puis avant aussi de faire une offre. Fait qu'on a on travaille avec Salesforce pour nos acquisitions. OK. Vous avez vraiment un processus, là, très établi. Oui, fait qu'on a un funnel. Puis on a une liste de critères qui est pondérée. Fait que la culture, il y a différentes questions par rapport à la culture qui sont vraiment importantes. Après ça, la grandeur de l'entreprise, la région, puis différentes, tu sais, ils ont-tu les mêmes fournisseurs que nous? Parce que si c'est pas les mêmes, c'est plus difficile à intégrer. Fait que, mais ça, tous ces critères-là, c'est venu à force des fois de... Se planter un peu, puis de dire... C'est dans les échecs qu'on apprend, là. Le plus. Mais oui. Ça fait mal, mais c'est là qu'on apprend, quand ça fait pas mal. Là. Ça n'apprend pas. Fait que là, on a développé un processus où c'est un processus où il y a beaucoup de gens impliqués au niveau de nos ventes. Nos directeurs régionaux des ventes à travers le Canada, c'est eux autres qui connaissent le mieux le marché. Alors, au trimestre, on se rencontre, puis tout le monde doit amener une opportunité. Tous nos leaders d'unités d'affaires, tous nos leaders de vente doivent regarder sur le marché, puis
y a-t-il des opportunités d'acquisition? Puis là, on s'assoit, ils présentent l'entreprise, ils ont fait leur recherche, puis là, si c'est intéressant, OK, on fait une approche, tu sais. Puis on les laisse faire la première approche. Puis après ça, au niveau VP Finance et de moi-même, bien là, on continue le processus, mais on les met dans un funnel, puis on les suit. Puis il y en a, on a un funnel américain, un funnel canadien, puis il y en a qu'on mange avec eux autres à toutes les années. Puis ça fait des années, mais à un moment donné, puis c'est arrivé là, dans le passé. Mm-hmm. Fait vas-y. Je suis intrigué un peu du marché Oui. dans lequel vous êtes, parce que Oui. tu parles d'une acquisition par année. Oui. On aurait eu tendance à penser que c'est déjà consolidé, je ne sais pas. Non, c'est ça, mais il faut pas dire trop fort. On n'en parlera pas, là, mais... Non, mais... Ça ressemble à quoi votre marché encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore plein d'opportunités pour vous là, dans ce funnel-là? Il y en a encore beaucoup, mais c'était très fragmenté. Là, il y a 10 ans, là, c'est vraiment fragmenté. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien, c'est peut-être la COVID. C'est probablement la COVID qui est arrivée, qui a fait que les private equity, les firmes d'investissement américaines surtout, ont vu une opportunité. Ils ont dit, oh, hey, tu sais, cette business-là, là, c'est pas comme un restaurant, ça fonctionne. Puis même plus pendant la COVID que pendant... Il y a plein d'autres marchés, là, c'est ça. plein d'autres entreprises. Puis, hey, c'est fragmenté. Hey, puis il y a des normes, il y a des lois à suivre. Puis la santé-sécurité, les gens sont, tu sais, plus en plus... à regarder ça, puis l'importance. On serre cette vis-là constamment. Là. Oui. On améliore finalement la sécurité, la santé. Oui, parce que des décès d'accidents de santé-sécurité là, au Canada, c'est vraiment... on en compte plus de 1000 par année. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est quand même... C'est énorme. C'est énorme. 1000, mais ça touche combien de personnes? Parce qu'ils ont des familles. Fait que ça touche 10 000, 20 000, 30 000 personnes, 50 000 personnes, tu sais. Fait que tout ça pour dire que les gens ont eu un intérêt il y a quelques années, il y a 3 à 4 ans. Puis nous, bien, c'est sûr, nous autres, on reçoit... On le voit parce qu'on reçoit des appels. Ça ne nous intéresse pas, mais je prends toujours le temps de discuter avec eux autres parce que eux autres en apprennent sur nous, puis... je reste quand même ouverte, mais jusqu'à un certain point, on est une entreprise privée. Puis, j'en apprends sur le marché. Eux ont différents tentacules. Fait que c'est un échange. J'apprends... Ils ont un regard différent, un angle de vue différent. Oui. Puis vous pouvez voir les opportunités aussi derrière ça. Exact. On en apprend. Mais là, ce matin, juste avant que vous arriviez, je lisais un rapport de MDM, Modern Distribution Management, qui disait... que Q1, le premier trimestre de 2025, ils voyaient une baisse dans les transactions là, d'acquisition dans notre domaine. Là. Je pense que toute l'incertitude du marché fait en sorte... mais il en reste encore, pour répondre à ta question, Tristan, il en reste encore des opportunités, des belles opportunités. Mais je sens, un moment donné, après avoir parlé à un private equity, puis qui me disait c'était quoi son objectif, j'ai dit, OK, là... Il faut se dépêcher parce que... Il y a d'autres mondes qui ont vu l'opportunité. C'est ça, c'est ça. Puis, ce que je retiens de ce que tu nous as dit depuis le début, c'est que pour que les acquisitions fonctionnent année après année, bien, il y a une relation qui doit se créer. Oui. Il y a un processus vraiment rigoureux que vous avez mis en place, puis que tout est calculé. Oui. Il y a un côté très rationnel que vous avez aussi su garder puis su développer. Oui. Mais tu nous as parlé aussi d'échecs. Oui. Puis j'aimerais t'entendre à ce niveau-là. Plus, oui, au côté de la business, au niveau de la business, mais de ton côté à toi, selon toi, depuis toutes ces années-là, quel est ton plus grand échec jusqu'à maintenant? Et comment tu as fait pour surmonter cet échec-là ou le transformer en une force tranquille, si on peut dire? Ah, mon Dieu! Il y en a plein, là. C'est pas parce que je prends mon temps que des échecs. Tu veux choisir le bon. Oui, je veux choisir le bon, c'est ça. Ben, je pense que un échec, c'est quand même bien, qui a bien tourné parce qu'on essaie tout le temps de faire de la limonade avec les citrons, puis etc.
Nous, il y a près de 4 ans, au mois de juillet, on a fait un carve-out. Donc, on a vendu une de nos divisions, qui était la division, justement, incendie. C'est la division avec laquelle SPI est parti. Fait que c'était le cœur au début. Puis pourquoi on a fait ce choix-là? C'est un choix qu'on a réfléchi, qu'on a pensé pendant 1 an de temps, parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur notre core. Puis l'incendie, bien, on ne parlait pas aux mêmes intervenants chez nos clients. On parlait aux gens de maintenance, on parlait aux gens de bâtisse. Puis ça protégeait plus les actifs, la machinerie, la bâtisse, que l'autre côté qu'on avait développé, qui est tous les équipements de protection individuelle, les formations aux employés. Donc, on voyait qu'il y avait quand même une... Tu sais, nous autres, on disait, on va vendre la solution complète, mais c'était difficile. Puis on se disait, bien, on aimerait mieux se concentrer sur l'individu, sur les gens, protéger les gens. Donc, on a fait le choix de vendre cette division-là. Et puis, on a fait affaire avec une firme pour nous trouver un acheteur. Un acheteur. Ouais. Et puis, ils nous ont trouvé quelqu'un de très bien, mais finalement, après quasiment 1 an dans le processus, à 1 semaine du closing, Ouais. on a dit, on s'est assis en tant que comité de direction pour différentes raisons, des choses qui n'avaient pas été faites. Quand nous autres, on a dit, On back. on arrête ce processus-là. On pense que... Puis nous, il faut dire, on est des bons acheteurs. Vendeurs, tu sais, c'est d'autres choses. Puis, mais au moins, maintenant, on comprend le côté émotif, puis aussi comment ça se passe de l'autre côté. Donc, on avait travaillé 1 an de temps. On a investi dans des frais légaux, frais de consultation, etc. L'autre partie aussi, mais on voyait, nous autres, c'était important qu'on sente que nos gens étaient pour être bien, puis que la business était pour avoir de la pérennité. Puis, c'est ça, à 1 semaine, on a dit, ça fonctionne pas. Fait que là, il y a eu quand même beaucoup de frais, puis, tu sais, ça s'est pas terminé comme ça. Là, tu sais, je vous le dis comme ça, mais... Ouais. Donc, ça a été... Mais, par la suite, quand même, 1 an après, on l'a revendu. Puis, ça s'est bien passé. Tu sais, je veux dire, c'est jamais facile, les carve-out. Mais le côté positif, c'est que en bout de ligne, ça a été encore meilleur que la première Ça a été un échec monétaire, la première tentative, parce qu'il y a beaucoup de ressources financières qui ont été mises. Mais ça vous a fait réaliser aussi que peut-être que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là non plus, puis que ça ne cadrait pas avec vos valeurs nécessairement. C'est ça. Il y avait comme peut-être quelques petits disconnects, puis tu sais, des très bonnes personnes, mais c'était juste un petit disconnect. Puis là, ben, on est retourné au marché, mais par nous-mêmes. Moi, j'ai dit, ben non, là, je connais le marché, je vais lancer des perches. Puis on y a été par nous-mêmes, ça a bien fonctionné. Mais, tu sais, j'en parle, là, c'est facile. Mais quand tu es dedans, c'est comme une déception. Là. Ça fait 1 an que tu travailles dessus, puis, tu sais, tu déçois l'autre partie aussi. Après ça, bon... Puis malheureusement, tu sais, moi, ça vient quand même me chercher, tu sais. Puis c'est pas vrai que les deux, on n'est pas... en tout cas, je vais parler pour moi, tu sais, froid puis pas d'émotion, là. Mais non. On a beau pas tomber en amour avec le projet, comme tu disais tantôt par rapport à une acquisition. C'est un peu la même chose dans une vente. Mais il y a de l'amour pareil là-dedans. Oui, là, en tout cas, il y a de l'intérêt, de l'émotion, de l'engagement. Tu sens que tu déçois l'autre partie, puis tu leur veux pas de mal, puis tu déçois l'équipe. Fait qu'il y a quand même ce sentiment-là. Mm-hmm, c'est sûr. Intéressant. Bel échec. Qui a été viré... Oui, bel échec viré en force. Fait que donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce marché-là, si je comprends bien. Non, on n'est plus dans ce marché-là. Là, on est vraiment dans le marché des équipements de protection individuelle. On fait aussi tout le côté technique, donc la recertification des équipements, donc puis la calibration des moniteurs de gaz. On fait la certification des lignes de vie, des harnais, etc. Puis, on fait de la formation.
en santé et sécurité. Puis, on fait de la consultation aussi. Donc, on est capable d'aller dans une entreprise, puis de regarder, puis de dire c'est où les risques. Puis, à partir de ce moment-là, faire un plan. Puis, le plan, la santé et sécurité, c'est pas juste des équipements. Puis, tout dépendant de à qui qu'on parle, puis qu'est-ce qu'on lit, bien, il y en a qui disent c'est 60 les comportements, puis 40 les équipements. Fait qu'il y en a qui disent c'est 50-50. Tu sais, tu peux avoir le meilleur. Tu sais, souvent, les gens qui font des chutes en hauteur, ils ont un harnais sur eux, ils sont juste pas attachés. Ouais. Ça, c'est une question de comportement. Le C'est harnais ça. a retenu. Ben oui. Ouais. Donc, c'est la solution, nous, qu'on prône. Puis c'est pour ça qu'on dit on est les chefs de file dans qu'est-ce qu'on fait, parce que on a des compétiteurs, on a plein de compétiteurs. Mais souvent, ils vont vendre l'équipement ou ils vont vendre juste de la formation et ils ne feront pas le pont. Fait que depuis 2011, on a embarqué à faire des acquisitions au niveau du service, puis parce qu'on voulait être la solution, le one-stop shop. Puis on se disait aussi, bien, au niveau du service, ça démontre notre expertise. Ça va aider au niveau de nos marges aussi, tu sais, on ne se le cache pas. Puis on a continué là-dedans, puis on s'est lancé dans une nouvelle aventure le 1er novembre dernier où on a fait l'acquisition d'une entreprise de formation en ligne, juste du digital. Fait que ça, c'est un autre genre d'acquisition complètement différente qu'on n'était pas dedans. Puis c'est vraiment un autre genre de go-to-market, comme on peut dire, ou de fonctionnement, mais ça complète tellement bien notre offre, puis on voyait les synergies d'approcher nos clients puis de dire, bien, tu sais, tes employés qui sont à distance ou qui travaillent de nuit, qui ne peuvent pas venir en formation de jour à nos bureaux, bien, maintenant, on va être capable de les former. Puis, fait que les gens sont vraiment réceptifs depuis qu'on leur en parle, depuis le 1er novembre. Donc, cette entreprise-là qui s'appelle SST en ligne, qui était la référence au Québec au niveau de la formation. Puis là, nous, bien, on a tout le network canadien que le Dans lequel déployer tout c'est ça. Bravo, félicitations. Bien, merci. J'ai envie qu'on revienne un peu à parler de Kim. Ah oui? Ouais. Tu as dit d'entrée de jeu que tu aimais beaucoup apprendre. Oui. Puis que tu aimais beaucoup aussi redonner, Oui. réenseigner. Puis il y a deux choses, entre autres, dans ton parcours que j'ai trouvé intéressantes. Premièrement, tu nous es référé par Anne-Catherine Oui. de Top Ring. Oui. On salue d'ailleurs. Qu'on salue Oui. en même temps. Et puis, on s'est rendu compte que tu connais plusieurs personnes qui sont venues sur notre plateau. Oui. Christian Dauphinet, Anne-Catherine, Ouais. Julie Roy. Oui. Et ce que vous avez en commun, tout ce monde-là, c'est d'être dans les YPO, donc les Oui. Young President Organization. Oui, c'est vrai. Parle-nous un peu de ce que tu reçois à travers les YPO. Tu sais, qu'est-ce que ça te donne d'être dans ces groupes-là? Oui. Bien, ça vient vraiment nourrir mon côté d'apprendre. Premièrement, d'apprendre d'autres entrepreneurs, puis d'avoir cette connexion-là avec les gens à travers juste un WhatsApp ou, tu sais, juste un petit texto, tu es capable d'avoir de l'information à travers un appel. Puis il y a quand même des standards. Si tu rentres en contact avec un autre YPO en un certain nombre de temps très rapide, les gens doivent te revenir. Donc, même si tu les connais pas, ils te reviennent. Fait que moi, j'ai des gens que j'ai rentrés en contact avec de YPO pour m'aider ou me donner des conseils au niveau d'une acquisition ou quoi que ce soit, qui étaient à l'extérieur du pays, qui ne me connaissaient pas et que j'avais une réponse dans les heures qui suivaient mon message. Donc, ça apporte un réseau de personnes d'expérience que tu peux te référer à. Ça, c'est excellent. Puis dans YPO, c'est une grande organisation mondiale, mais on a tous des petits forums. Nous, on est 7. Tu parlais d'Anne-Catherine, Catherine, Christian. On est 7 dans notre forum. Puis on développe des relations vraiment, on se rencontre à tous les mois. Fait qu'on développe des relations vraiment, vraiment fortes puis pour s'entraider. Puis c'est pas juste professionnel, mais ça peut être dans nos vies personnelles. Puis, humaine. Oui. Puis on peut partager. Tu sais, souvent, puis je sais pas que c'est mon cas nécessairement, mais tu sais, il y en a qui vont dire c'est « it's only at the top ». Tu sais, tu te sens tout seul. Tu peux pas partager certaines affaires avec l'équipe ou... Bien, avec ces gens-là, souvent, ils sont dans le même sentiment, tu sais, où on peut partager, puis on se comprend comment on se sent. Fait que c'est bon pour ça. Puis
On a tout le temps des conférences super agréables où on apprend de gens. Dernière conférence que j'ai été, c'était une professeure du London Business School qui était venue juste pour faire la conférence. Donc, c'était vraiment intéressant, inspirant. Et tu ressors de là avec plein d'idées. Puis il y a plein de choses que, dans les conférences que j'ai faites, que j'ai pris en note, puis que je suis arrivée dans l'entreprise à implanter. Ouais. Beaucoup de gens qu'on a rencontrés, qu'on vient de nommer tout à l'heure, qui sont dans le YPO, nous disent qu'ils ont souvent vécu, à un moment dans leur carrière, un sentiment d'imposteur, un sentiment de ne pas être nécessairement à leur place ou d'avoir... Et je me pose la question, je te pose à toi, est-ce que ça t'a déjà arrivé? Puis comment tu as fait pour te sortir de ce sentiment-là d'imposteur que souvent les gens ont au cours de leur vie à un moment ou à un autre? Bonne question. Bien, premièrement, oui, je l'ai déjà eu. Deuxièmement, est-ce que j'en suis sortie? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Un projet d'une vie? Oui. Bien, c'est parce que je dis tout le temps, puis je dis à mon équipe, tu sais, des fois, on n'est pas plus brillant que n'importe qui d'autre. Tu sais, je pense que des fois, qu'est-ce qui fait notre différence, c'est d'être capable d'être la résilience. Puis, tu sais, de supporter des fois la pression. Moi, je trouve plein de monde inspirant. Je suis choyée, je suis entourée d'une équipe, des gens brillants, challengeants. Fait que, oui, je me dis, ben, tu sais, puis surtout quand tu es dans les YPO, là, puis là, tu t'assois avec du monde, puis là, tu es là, hey, c'est donc bien hot, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Hey, non, mais j'en connais pas, tu sais. Puis là, des fois, tu te dis, non, mais. Puis, dans le podcast de Cléo, tu sais, ça s'appelait Just Give, mais c'est ça, moi, je suis comme, ben non, tu sais, puis des fois, dans mon cœur ou dans ma tête, j'ai encore 30 ans, puis j'en sais pas tant que ça, puis plus tu côtoies des gens, tu sais, qui ont accompli, ben plus tu te dis, OK, je Comme l'écoute présent à le gap, là, un peu. Oui, ben tu sais, j'écoute, moi aussi, des podcasts. Comme je disais, je suis passionnée de la santé. Fait qu'à travers YPO, il y a un network, un réseau qui s'appelle Health and Wellness. Puis il y a des conférences à tous les mercredis. Puis il y a un médecin là-dessus qui s'occupe de ce réseau-là. Puis lui, il a gradué de sa médecine à 21 ans. Puis là, il a comme 40 ans, puis il a écrit 3 livres. Puis là, il est spécialisé là-dedans. Puis là, je me dis, je suis en retard. C'est ça. On est toujours en retard sur quelqu'un, mais on est d'avance sur quelqu'un d'autre. En effet. Ouais. Mais j'aime mieux me comparer toujours au meilleur que de regarder puis de dire « Ah ben ouais, tu sais, regarde, je suis arrivée. » Tu sais, je suis jamais arrivée. Je me considère jamais arrivée, en tout cas. Fait que le sentiment d'imposteur, ça va m'arriver encore des fois. Puis, tu sais, même des fois, puis là, j'essaie... On essaie d'abolir ça dans notre entreprise, le processus d'évaluation de rendement, puis de le remplacer par d'autres choses, parce que moi, je suis qui, moi, pour... Tu sais, oui, je peux donner du feedback constructif, comment les gens peuvent être meilleurs dans leur travail, puis, tu sais, puis qu'est-ce qu'ils font de bon, puis de donner de la reconnaissance, mais, tu sais, eux autres aussi, je veux qu'ils m'évaluent parce que je suis pas... j'ai pas la vérité absolue, puis je suis pas... donc, ça... Tu sais, quand arrive ce processus-là, je suis tout le temps... ben, je suis qui, moi? Parce que je suis pas parfaite. Fait que t'acceptes ça, t'accueilles ça, le fait que tu es en constante évolution, en fait, puis que tu es ouverte à des nouvelles rencontres, à apprendre davantage. Tu nous parlais tout à l'heure, on n'a pas encore adressé, mais tu es allé à Harvard, tu as fait un programme intensif là-bas pour connecter avec d'autres gens. Donc, le sentiment d'imposteur, tu es capable de le combler par le fait de reconnaître que tu es juste Kim Lévesque, mais qui, avec toutes les connaissances et avec tout ton background, tu es capable aussi d'amener beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée à tout ton entourage. Là. Bien, j'espère. J'espère. C'est ça mon but. Tu sais, on disait justement d'avoir un impact. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qu'on veut, avoir un impact positif. Puis moi, je me dis, ben à travers les connaissances, puis à travers ton... Tu sais, à connaître les gens, mais des connaissances aussi théoriques, ben tu peux aider, puis tu peux redonner. Mm-hmm.
Mais tu me donnes un super bon chemin pour la prochaine question. Ah oui? C'est quoi l'impact que tu aimerais laisser? Bien, à la base, moi, il y a deux choses. Tu sais, j'ai déjà fait l'exercice il y a quelques années. Je veux que les gens qui m'entourent, en tout cas, tu sais, des fois, l'exercice de la pierre tombale, là, qu'est-ce qui va être marqué dessus, tu sais, de dire que j'ai réussi à les faire grandir. Que ce soit personnellement ou professionnellement, que j'ai réussi à les faire grandir puis à évoluer. Ça, c'est l'impact que j'aimerais ça avoir autour de moi. Puis l'autre impact, ben tu sais, moi, c'est plus dans ma petite famille. C'est d'avoir élevé des garçons qui vont avoir l'esprit de redonner aussi, puis d'être des bons citoyens. Ça va être ma plus grande... Je suis choyée de travailler chez SP. Je suis choyée de travailler dans une entreprise comme ça avec les gens que j'ai alentour de moi. Mais, puis, c'est une de mes missions de amener cette entreprise-là au prochain niveau. Mais je pense que ma plus grande mission dans la vie, c'est d'être une bonne maman. Fait que là, on a un modèle 2004. Oui, c'est ça. 2003, oui, 2003 puis 2006. Donc, 18 et 21 ans qui vont avoir 19 et 22 ans. Donc, qui sont très différents un de l'autre, mais qui sont en train de faire leur chemin. Et puis, moi, j'ai toujours dit, puis des fois, ils me croient peut-être pas toujours, mais je leur dis, peu importe ce que vous faites dans la vie, ça m'importe. Là. C'est pas important si la carrière que vous choisissez, c'est l'homme que vous devenez. Tu sais, d'ouvrir les portes, d'être un gentleman, de redonner. Puis, quand il me parle, mon plus vieux récemment, il me dit « Ah, il y avait des jeunes qui étaient au dépanneur. » Puis, tu sais, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, lui, non plus. Tu sais, puis il dit il avait pas assez... Tu sais, il voulait acheter des bonbons, mais il était tout petit, puis tout ça. Fait qu'il dit « Je leur ai acheté leurs bonbons. » Puis, tu sais... je vous le dis, c'est pas comme s'il y avait des milliers de dollars, puis etc., mais il le fait. Puis quand il est arrivé au cégep, ben, il dit, « j'ai ouvert la porte à une fille, puis elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. » Je dis, « Mais comment elle comprenait pas? » Mais il a fallu que je dise, « Non, mais passe, tu sais, comme... Ouais, il était... Le gentleman, ça s'est perdu ça, avec le temps. C'est ça, c'est ça, mais, tu sais... Je suis contente que mes garçons l'aillent, puis je suis contente quand j'entends des histoires comme ça qu'ils me disent, parce qu'il y a des fois des histoires moins le fun, tu sais, que j'entends, mais c'est ça. Ça me rend heureuse de voir qu'ils veulent aider leurs prochains. Tu sembles quelqu'un qui est intéressé à la santé aussi. Oui. J'imagine que tu essaies de bien manger, bien dormir, oui. t'entraîner, tu essaies d'être une super bonne maman à la maison, tu essaies d'être une bonne leader dans l'entreprise. Parle-nous de la conciliation de tout ça. Comment que ça se passe? Un horaire? Un horaire? Très bonne question. Ben, j'essaie de concilier. Je pense que je suis quand même pas pire là-dedans. Puis, tu sais, aussi, quand on travaille puis on aime notre travail, ben c'est comme une partie de plaisir. Fait qu'on le voit pas comme du travail. Fait que c'est toujours dans les yeux, dans nos yeux, si on voit ça, tough, etc., ça devient peut-être plus difficile à concilier. Fait qu'un horaire typique, ben moi, je me lève le matin. Habituellement, je suis pas pire pour... tu sais, je vais me lever vers 6 heures. Puis, souvent, je vais aller m'entraîner. Mais seulement un 20 minutes, 30 minutes, juste pour me réveiller un peu, me starter. Oui. Puis, après ça, la douche, mais quand je me prépare, je vais écouter des podcasts. Ou je vais écouter un livre, un résumé de livres sur Blinkist, des résumés de livres qui durent entre 10 et 17 minutes environ. Fait que je vais faire ça. Puis, je vais toujours faire un 5-10 minutes de Duolingo. OK. Oh. Ça, c'est avant d'arriver au bureau. Là, j'avais comme... Ça faisait... mon Dieu, ça faisait au-dessus de 2 ans à tous les matins que je faisais ça. Fait que j'avais comme quelque chose comme au-dessus de 700 jours d'affilée. Là, il y a eu un petit bug dans Duolingo qui m'a empêché d'avancer. Fait que j'ai comme un peu déconnecté. La chaîne a débarqué. Oui, mais j'aime garder, tu sais, d'apprendre des nouvelles langues. Fait que je peux dire qu'en espagnol, ça va quand même bien. Pas rendu au mandarin encore?
Ben là, c'était le japonais. Je reviens OK. du Japon. Fait que pendant 4 mois, j'étais sur le japonais, qui est beaucoup plus difficile. Mais on était 4 à aller là-bas. Puis là, il était même... Mais là, tu vas être notre traducteur. Traducteur en 4 mois avec Oui, Duolingo, c'est la ça. barre est haute. La barre est haute. Puis surtout, hein, on le sait, c'est des signes. pas la même racine, C'est là. pas... Mais quand même, j'étais capable de me faire comprendre pour l'essentiel. Là, tu sais. Donc, mais je suis pas capable d'avoir une discussion. Je disais pas au pied de barre. Donc, je fais ça le matin. Puis après ça, je rentre au travail environ vers 8 heures. Puis là, je vais faire ma journée. Puis le soir, ben c'est le quotidien. J'essaye de souper avec mes garçons s'ils ne sont pas au gym ou en train de travailler. Puis d'aller marcher aussi après avoir mangé. Puis souvent, je vais faire des courriels le soir en écoutant des émissions qui ne font pas travailler mon cerveau. Fait que c'est mon petit guilty pleasure, là. Ouais. Des petites émissions d'une demi-heure là, qui Pour décrocher un petit pour peu. décrocher, que c'est ça, je suis capable de faire 2 choses. Très bel en horaire. même temps. Félicitations. Ouais. Ça me semble assez bien balancé. Ben j'essaye. Quand tu parles de ta routine du matin, Ouais. je suis obligé de penser à la fameuse personnalité qui met sa face dans la glace et qui oui. se nettoie la peau avec une peau de banane. Tu fais pas ça, là? Non. OK. Ça, je fais pas ça. Je fais pas encore les cold plunge, tu sais, parce que c'est comme C'est une mode. la un peu, en tout cas. mode. Ouais. Par contre, j'essaie la douche de la mettre froide à la fin, mais non, je fais pas tous ces Puis, processus-là. dis-moi, Kim, qu'est-ce qui est, selon toi, puis là, tu pourras prendre le temps d'y réfléchir, mais qu'est-ce qui, selon toi, en date d'aujourd'hui, tu vois comme impossible? Mais que si c'était possible pour toi, là, Ouais. qu'est-ce que ça pourrait changer à court, moyen terme, cette fameuse question-là, si c'était impossible, si c'est impossible en ce moment, mais si c'était possible, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ben, écoute, si tu parlais à mon entourage et même à Martin Tremblay, ils disent qu'est-ce qui est le fun de dealer avec toi, c'est que tout a de l'air possible. Puis, une de mes collègues, elle m'appelle, il y avait une émission qui s'appelait comme ça, Kim Possible. Donc, pour moi, à part quand quelqu'un meurt, c'est là que l'impossible arrive. Moi, j'ai été élevée, on était 3. J'avais 2 frères plus jeunes, de 2 ans puis de 4 ans. Puis, il y a maintenant plusieurs années, là, en 2011, mon frère, le plus jeune, est décédé. Donc, c'est là que j'ai fait face à l'impossible. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça a été subitement. On ne s'en attendait pas. Et puis, je dirais que si c'était possible de le faire revenir puis d'avoir une fin plus douce, ça, c'est ça que j'aimerais. Si on me donnait un vœu là, de rendre quelque chose d'impossible possible, ce serait ça. Ça serait de pouvoir avoir une dernière discussion. Très, très touchant. Le podcast s'appelle « Meilleur humain, meilleur monde ». Oui. Quand tu as entendu ça, qu'est-ce que ça l'a évoqué pour toi puis pour l'entreprise? Parce que je sais que vous avez quand même de grandes valeurs, autant humaines que sociales, durabilité, etc. Parle-nous un peu de ce que ça évoque pour toi. Je trouve que c'est vraiment un bon titre. Vraiment, là, parce que en arrière des leaders, comme on parlait plus tôt, on est tous des humains. Puis, tu sais, peu importe ton rôle dans une entreprise, peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta communauté, tout le monde vit ses choses. Tout le monde a son bagage, puis c'est pas marqué dans notre front. Puis je pense que juste le titre, ça a créé une émotion en dedans de moi parce que c'est ça que moi, j'essaie d'être un meilleur humain à tous les jours pour qu'on vive dans un meilleur monde. Et puis, tu sais, c'est ça que j'enseigne à mes enfants. Puis les gens qui m'entourent aussi, ils ont cette philosophie-là. Donc, on essaie d'embaucher des gens qui ont cette philosophie-là. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Bien,
pour moi, ça veut dire, on a parlé de l'apprentissage, on a parlé de la santé, puis ça veut dire aussi de redonner. Chez SPI, je pense que c'est quelque chose... il y a plein de choses qu'on n'est pas arrivé puis qu'il faut améliorer, puis je pourrais vous en parler pendant des jours. Puis si vous parliez aux gens aussi, dans notre centre de distribution, puis partout sur l'étage, ils vous diraient il y a telle affaire à améliorer. Mais je crois qu'on est quand même bon à redonner. Puis notre raison d'être chez SPI, c'est le bien-être des gens. Puis ça se décline en 3 choses. La première chose, c'est le bien-être de nos employés. Puis ça va autant dans développer nos employés professionnellement, mais personnellement aussi, d'être là pour eux autres. Puis, on a parti, il y a probablement entre 7 et 8 ans, un programme qui s'appelle Connexion SPI. Puis, Connexion SPI, c'est quoi? C'est quand tu vis une difficulté, tu peux t'adresser à un comité qui est le comité Connexion SPI, remplir un formulaire puis demander de l'aide. Donc, ça peut être de l'aide financière, ça peut avoir des congés, ça peut être quelqu'un qui a un parent malade en fin de vie puis qui ne reste plus de vacances, bien, on va te donner des congés. Donc, on aide les gens. Tu sais, on se dit, on veut aider nos gens proches. Puis c'est ça qu'on a fait à travers Connexion SPI. Puis là, cette année, on a parti un programme, puis là, j'ai juste le mot en anglais, Dare to Dream, Oser rêver, où je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs aussi qui ont parti ça cette année ou il y a quelques années, c'est de soumettre un rêve d'une vie, puis d'accorder le rêve à une personne chez SPI. Donc, ça, c'est la première facette du bien-être des gens. La deuxième, bien sûr, c'est de protéger les travailleurs. Donc, s'assurer que chaque travailleur revienne à la maison sain et sauf. Fait que c'est ça, quand on parle à nos clients, à des clients potentiels aussi, on n'est pas juste là pour vendre l'équipement, mais on te vend une solution, puis on est différent de la compétition parce que on est vraiment impliqué dans le bien-être de tes gens. Puis le troisième, c'est de redonner dans la communauté. Nous, une grande portion de nos profits, le même pourcentage à toutes les années, peu importe que ça a été bien ou pas bien, est redonné dans la communauté, autant internationale que nationale, que municipale ou provinciale. Donc, c'est important. Puis, on fait des thèmes trimestriels pour différents... pour encourager un sujet chez SPI. Puis à toutes les années, on s'est dit on va faire un thème sur le bénévolat. Et puis on donne 4 heures à chaque employé pour faire du bénévolat. Et puis c'est toujours, tu sais, ça a été un grand succès l'année dernière. Les équipes se mettent ensemble. Fait que ça fait comme un team building, mais en même temps de redonner. Puis les gens, après ça, souvent, ils nous disent « Ah ben moi, j'ai amené mes enfants. À faire des repas, à préparer des muffins pour aller donner au Bourg humanitaire ici à Saint-Jérôme. » Donc, ça... Tu sais, le Pay It Forward, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film. J'ai pas vu le film. OK. Bien, vous devez voir le film. C'est vraiment... Puis c'est un film qui donne... Tu sais, il y a 10 ans, 15 ans. Et c'est un petit garçon qui décide de faire un test, de voir s'il redonne à une personne, cette personne-là va redonner et ça va faire une chaîne. Et moi, je crois à ça. Je crois que si on donne à quelqu'un, puis quelqu'un se sent bien, bien, ça te donne le goût de redonner. Alors, c'est comme ça chez SPI qu'on voit le côté de redonner. Puis, c'est sûr qu'on se dit toujours qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, là. Fait que ça va être quoi la prochaine initiative? Je ne sais pas. Ouais, c'est pas les belles choses qui manquent, ça, c'est certain, en tout cas. Non. Ça va bien, oui. Wow. Si on se projette 5 ans dans l'avenir, Oui. où est rendue l'entreprise et c'est quoi qu'est-ce que tu dois avoir comme nouveau niveau de leadership ou d'apprentissage pour rendre ça disponible? 5 ans. Nous, on a une vision, on a un BHAG. Vous avez déjà parlé avec Léo. Ouais. Donc, un Big, Hairy, Audacious Goal, un but hautement grandiose. Donc, puis il nous reste 16 ans et quelques mois à l'atteindre. Nous, c'est de protéger 7 millions de travailleurs à travers l'Amérique du Nord. OK. Fait que ça veut dire le Mexique, les États-Unis, le Canada. Présentement, on est environ à
1,2 million de travailleurs protégés. OK. Donc, comment on va faire ça? Bien là, on sème des graines pour l'extérieur du Canada. Donc, d'ici 5 ans, c'est sûr que j'aimerais nous voir avoir une présence aux États-Unis ou au Mexique, tout dépendant du contexte. Oui, Disons qu'on est peut-être un peu plus frileux en ce moment, mais puis de continuer à consolider le marché canadien. De toucher aussi plus le côté de notre digital. Je parlais des formations en ligne, etc. Bien, de digitaliser la santé-sécurité, pas juste avec des formations, mais avec d'autres outils pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leur santé-sécurité. Et puis, je veux continuer à développer notre marque maison. On a une marque maison où on fait le développement des produits ici et puis qui sont faits un peu partout à travers le monde, pas seulement en Chine. Il y en a aussi des entreprises québécoises qui fabriquent nos produits. Donc, de continuer à faire ce développement-là. Wow! Très, très clair, très beau Ouais. plan. Oui. Oui, maintenant, il faut le suivre. Maintenant, il faut le suivre, exact. C'est ça. Écoute, on tire tranquillement l'entrevue à sa fin. Si tes garçons t'écoutaient ou Oui, plein d'autres gens de leur âge qui, peut-être, un jour vont être en affaires, oui. quel serait un bon conseil que tu aimerais transmettre? Ben moi, il y a 2 conseils que ma mère m'a toujours donnés ou des phrases clés, Ouais. tu sais. Puis ma mère est anglophone, ben, tu sais, elle est bilingue, mais elle me disait toujours « sky's the limit », là, tu sais. Puis elle me disait toujours aussi, tu sais, tu es capable d'accomplir n'importe quoi que tu te mets dans la tête. Mhm. Fait que ce serait de ne pas se mettre de limites. Puis aujourd'hui, j'écoute les jeunes, puis parfois, je trouve ça... c'est pas, le mot, c'est pas décevant, c'est pas triste, mais ils vivent beaucoup d'anxiété par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit les guerres, que ce soit le prix des maisons, l'inflation, etc. Puis ils voient qu'ils ne seront pas capables d'avoir une maison, qu'ils ne seront peut-être pas capables d'avoir d'enfants. Puis moi, je me dis... laisse le bruit. Oui. Oublie le bruit, puis focus sur toi, de comment moi, je peux être bon, puis un meilleur humain, justement. Puis ça va venir. Là, tu sais, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai pas de blonde, j'ai 19 ans, puis là, que je vais faire... Mais non, mais t'as 19 ans. Tu sais, t'as du temps de te trouver une femme, tu sais, t'as le temps de te décider. Fait que c'est ça, je dirais, oublie le bruit, puis focus sur tes passions, puis qu'est-ce que t'aimes faire, puis de les développer pour être le meilleur. Tu sais, Oprah, dans le temps, qui était une de mes inspirations, disait, tu sais, just be great. Que tu sois noir, que tu sois une femme, que tu sois petit, que tu sois... Peu importe. Si t'es great, si t'es excellent, ben tu vas trouver preneur. Et autrement dit aussi, de défoncer ces barrières-là, tu sais. Ouais. Fait juste ouvrir la barrière puis va voir qu'est-ce qui se passe plus loin un petit peu, tu sais. Oui, De ne pas s'arrêter au prix des maisons, mais c'est quoi ton plan? C'est d'avoir Ouais. un plan puis Ouais. d'avancer malgré tous ces bruits-là, comme tu dis. bien c'est ça, de ne pas s'attarder parce que c'est de l'énergie dépensée Exact. qui n'est pas productive. C'est pas de l'énergie, tu sais, puis c'est de la mauvaise, tu sais, c'est de la mauvaise énergie parce que tu peux tomber facilement dans le côté victime puis procrastination. Non, tu sais, investis dans quelque chose qui va rapporter. Investis dans toi, investis dans les autres, mais oublie le bruit. Laisse faire le bruit. Ouais. J'aime ça. Kim Lévesque, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous, Julien, Tristan. Ça m'a fait plaisir. C'est très facile de discuter avec vous. Et vice-versa, très Et facile oui, de tout à discuter fait. avec toi. Alors moi, je retiens vraiment des belles choses. Vraiment, je trouve la fin de l'entretien très magique. Le conseil que tu donnes autour de laisser tomber le bruit. Y en a-tu du bruit? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Fait que si on peut juste shut down ça puis concentrer sur être un meilleur humain, les bonnes choses vont suivre puis on va vivre une belle vie au quotidien malgré Exactement. tout ce bruit inutile En autour effet. de nous.
j'ai bien aimé quand tu as parlé aussi, que tu as dit à, mettons, ton fils ou un de tes 2 fils, tu sais, c'est pas tant important la carrière que tu vas choisir, mais c'est qui tu vas devenir. Ouais. Ça m'a touché, évidemment. Mon cœur de père a bien senti ça, puis on le sent dans tout ce que tu fais dans l'entreprise aussi, ce feu-là en toi. Fait que c'est ce que moi, je vais retenir de notre entretien. Ben, merci. Tout à fait. De mon côté, c'est ce que Tristan a dit, évidemment, mais aussi de redonner. Donc, de penser au prochain, puis de le faire authentiquement aussi, de donner pour vrai, pas pour t'attendre à recevoir quelque chose, mais de penser à ta communauté, de penser au-delà de toi, puis de le faire pour les bonnes raisons. Ce que vous faites clairement ici, ce qu'on ressent du moins, puis ce que tu fais aussi. Donc, c'est ce que je retiens avec tout ce que Tristan a dit plus tôt. Donc, merci énormément de ton temps aujourd'hui, Kim. Merci à vous, parce que quand on le dit, on sent aussi de mon côté que là, j'ai le goût d'en faire encore plus. Fait qu'on en parle, puis ça me motive. Merci à vous de m'inspirer. Et tu t'abonneras à notre chaîne YouTube, Ben oui. parce qu'il y a plein de monde inspirant qui viennent nous voir à toutes les Ben oui. semaines. Je suis choyé d'avoir la chance d'écouter en direct des podcasts à chaque semaine, mais ceux qui nous écoutent, si vous n'êtes pas inspirés, vous êtes certainement endormis. Puis si vous êtes inspirés, allez vous abonner à la chaîne YouTube, parce qu'on a des Kim Lévesque à chaque semaine qui nous renversent toujours un peu plus. Merci. Merci beaucoup. Merci.